Ok, bonsoir. Alors voici le dernier débat. Vous êtes des vrais conquérants de la culture et l'amour de la musique pour assister à ce dernier débat. Ici, c'est pas vraiment un débat, c'est quatre personnes qui vont faire un exposé court de leur vision quant à une politique culturelle pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je peux peut-être demander à mon voisin de droite d'ouvrir le feu. Tu veux bien? Cool. Bonjour, enfin bonsoir plutôt à cette heure-ci. Je veux juste dire que tout est possible, puisqu'il y a 25 ans, j'aurais été très impressionné d'être à côté d'un métallo. Ah, je suis Frédéric Young, je suis le délégué général de la SACD et de la SCAM. Et puis, je suis aussi expert dans différents conseils consultatifs de la communauté française pour représenter les artistes, les auteurs. Donc, je voulais juste dire qu'il y a très longtemps, dans une autre vie, j'aurais été très impressionné d'être à côté d'un syndicaliste métallo parce que je plaidais pour la reconversion de la FN en matière d'armement. Et aujourd'hui, on est côte à côte, ça me fait plaisir. Bon, comme quoi tout est possible et qu'il faut réfléchir effectivement avec l'idée qu'on évolue. Alors, pour construire une politique culturelle, je pense qu'on est confronté à la question parce qu'il va falloir en redéfinir une. Je pense que les 8 ans de la période de Fadila Adan s'achèvent et que quelque chose de nouveau doit venir. Il faudra faire le bilan de ces 8 années. Ce qui s'est accéléré de façon très très manifeste au cours de ces 8-10 dernières années, c'est la crise technologique. Tous ceux qui travaillent dans le domaine de la culture sont confrontés à une crise technologique qui touche particulièrement tout ce qui concerne la distribution des œuvres, des créations, et qui a un impact majeur qui peut être positif par exemple sur les outils de création, mais qui peut être aussi très très négatif sur la concentration de la distribution dans les mains de quelques opérateurs. Je pense notamment à YouTube ou à iTunes pour le domaine de la musique. Deuxième élément de cette crise, favorisé par la technologie, c'est la mondialisation. Il est clair, et on vient de le vivre ces derniers jours, l'immense bataille qui vient de se produire autour de la Commission européenne sur la question de l'exclusion et de l'exception du mandat de négociation commerciale de la Commission européenne en matière d'audiovisuel a montré que les enjeux culturels sont des enjeux mondialisés et qu'à travers les réseaux et notamment cette concentration de la distribution, les œuvres circulent de façon mondiale, instantanément, qui pose aussi des questions nouvelles. Je pense qu'on ne peut pas... j'ai entendu ce qui vient d'être dit sur le caractère local de l'activité, j'ai entendu des appels à l'artisanat et je suis assez d'accord que ce sont des thématiques qui doivent être travaillées, mais je pense qu'aussi la thématique d'une prise en compte mondiale, ou en tout cas européenne de nos questions est absolument indispensable. Et là, je pense aussi que le rapport avec les syndicats est très important parce que vous travaillez aussi dans des dimensions européennes, en tout cas à travers vos outils de concertation européenne intersyndicale. Troisième élément, une crise de l'État. Or, plusieurs de nos secteurs culturels, notamment la musique, certaines formes de musique, mais le théâtre, l'audiovisuel, sont clairement des structures directement liées à l'État, directement liées à ce que je pourrais appeler soit des structures publiques, soit des structures comme la RTBF, soit des structures parapubliques, comme je pense une grosse partie du secteur des arts de la scène, des centres culturels, etc. Cet état, il est particulièrement malmené en Europe et en Belgique, d'une part du fait du néolibéralisme, de ce courant de pensée qui détruit toute perspective d'action publique redistributrice ou correctrice du marché. Et regardez ce qui se passe en Grèce avec la suppression du jour au lendemain d'un service public de la télévision. Jacques de Decker, que vous connaissez peut-être, me faisait l'autre jour une remarque qui m'a frappé. Il disait les États-Unis, le néolibéralisme américain a vaincu le communisme, maintenant il s'attaque à la social-démocratie. Je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait réfléchir. Et puis alors la deuxième crise qui traverse la Belgique, c'est évidemment la crise de son régionalisme,
Et je pense à terme quand même à un basculement inéluctable dans les prochaines années du niveau communautaire au niveau régional, avec des bons aspects et des moins bons aspects, mais qui me semble être quelque chose, si on veut réfléchir en termes de politique culturelle, doit être au cœur de nos réflexions et nous amener aussi à discuter avec des gens qui travaillent sur cette organisation de l'État et de sa capacité d'action. Quatrième crise très importante, je pense, pour vous tous, nous tous, c'est la crise des droits. On a manifestement dans cette bataille sur le modèle socio-économique et culturel de nos pays une attaque sur les droits sociaux. On a parlé il y a un instant de la précarité des dispositifs sociaux obtenus au cours des années de la fin des années 2000, fin des années 90 et puis début des années 2000. Ce n'est pas seulement les droits sociaux du secteur de la culture qui sont attaqués, c'est les droits sociaux plus généralement de l'ensemble des populations. Le droit d'auteur est également sous une pression considérable. Ce sont des avancées historiques, le droit d'auteur. C'est comme les droits sociaux fondamentaux. Ces droits sont complètement attaqués par les mêmes milieux, par les mêmes grandes entreprises qui veulent détruire la protection sociale. Et puis, il y a la crise des droits politiques, où on voit bien aussi que la précarisation de toute une partie de la population rend les combats politiques extrêmement compliqués, parce que les gens sont d'abord asphyxiés dans leur vie quotidienne, mais aussi placés en situation de survie, on a parlé tout à l'heure, et donc dans des positions de combat politique, où la solidarité devient quelque chose qui n'est pas acquis immédiatement, mais qu'il faut absolument construire. Et donc l'initiative de ce soir me semble tout à fait importante de ce point de vue-là. Alors, je terminerai dans ce constat en disant que ces multiples crises viennent impacter des choix politiques qui ont été faits au cours de ces 8 dernières années. Je vais résumer 2 points. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Il y a eu plein de choses dans les politiques culturelles de ces 10 dernières années. Mais je dirais qu'il y a eu un choix qui a été fait. Il y a eu un choix et un non-choix. Le choix qui a été fait a été de, dans certains secteurs en tout cas, ne pas réformer les institutions, les consolider financièrement. Le secteur de la culture, globalement, a vu ses budgets croître de façon quand même assez significative dans plusieurs secteurs. Ce n'est pas vrai dans tous les sous-secteurs, mais dans un certain nombre de secteurs, il y a eu clairement des refinancements importants. L'argent a été confié aux institutions qui devaient s'occuper des artistes et je trouve que là, le bilan est extrêmement négatif. J'avais été au moment des États généraux extrêmement critique sur ce choix qui était de dire on va refinancer les institutions, on va leur mettre des cahiers de charges et on va vérifier l'application des cahiers de charges. J'ai toujours pensé que le rapport de force entre, disons, le ministère de la Culture et les institutions bénéficiaires massivement de ces refinancements ne produirait pas les résultats escomptés. Et je pense qu'on y est, et je pense que les artistes sont les laissés pour compte des politiques qui ont été suivies au cours de ces dernières années. Et plus on va vers la création, moins l'engagement a été important. Donc voilà mon analyse de cette période. Alors, bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Mais je pense qu'il faut évidemment, dans le cadre de cette redéfinition d'une nouvelle politique, discuter de la gestion de l'outil culturel public et parapublic, qui a besoin vraiment, c'est une réflexion profonde, comment est-ce qu'on peut redéployer et refonder la légitimité de ces outils publics. Si vous avez entendu le débat sur l'exception culturelle à la RTB ce midi, vous aurez peut-être entendu que le journaliste relayait de façon assez systématique des questions négatives du public sur la légitimité des subventions. Écoutez ce débat, c'est très éloquent. Et ça dans une dynamique d'évolution institutionnelle, comme je l'ai dit, communauté française, région. Deuxième problème qui, à mon avis, impacte particulièrement certains secteurs de la musique, c'est que, mon constat aussi, c'est que la communauté française n'a que très très mal réussi à s'articuler et à articuler des politiques là où il y avait un mélange d'activités publiques et d'activités privées, d'activités commerciales.
Je pense par exemple dans le domaine de l'édition ou dans le domaine, je crois, du disque, enfin de la musique non classique. Si vous regardez l'investissement budgétaire dans ces différents secteurs, vous voyez bien que ce sont des secteurs sous-financés, sous-développés dans l'ensemble des politiques, là où par exemple la lecture publique a été extrêmement soutenue, développée et même consolidée par des politiques d'intégration dans ce qu'on appelle les accords du non-marchand, c'est-à-dire une programmation de l'emploi culturel qui n'existe absolument pas dans les secteurs artistiques, créatifs. Voilà, je vais terminer. Qu'est-ce que nous faisons, nous, à la SACD là-dessus? La première chose, c'est que nous nous battons sur les droits. Nous nous battons sur les droits en permanence, qu'il s'agisse des droits sociaux. On a été énormément aux côtés de nos auteurs qui étaient dans les problématiques qui ont été évoquées tout à l'heure avec l'ONEM. Nous travaillons sur le droit d'auteur, c'est notre métier de base, et on essaye en permanence de le mettre en œuvre et de le mettre en application de manière à ce qu'il bénéficie aux artistes, aux créateurs. Et nous intervenons au plan politique par du lobby, par du contact, par des propositions pour maintenir et développer ce dispositif de droit. Et deuxième élément, nous travaillons sur tous les outils qui permettent aux créateurs d'exercer leur activité professionnelle, que ce soit du conseil, du soutien, de la promotion de leurs activités, à travers toute une série de dispositifs que vous trouverez. Enfin, je ne vais pas faire de la promo ce soir sur le sujet, ce n'est pas le but. Donc, je termine en disant que je pense que ce qui est bien dans l'initiative qui se passe, c'est que le regroupement d'une fédération d'artistes, de créateurs de la musique viendrait renforcer les coordinations qu'on a mises sur pied dans le domaine de l'audiovisuel, qu'on a essayé de mettre sur pied, qui a connu une crise dans le domaine du secteur théâtral, c'était la Fédération des arts de la scène. Dans le secteur audiovisuel, c'est Prosper qui regroupe les différentes fédérations professionnelles. Et voilà quelque chose qui apparaît sur un nouveau terrain, et c'est très bien. Il faut évidemment coordonner avec les syndicats l'ensemble de ces forces pour répondre aux défis, aux crises dont je viens de vous parler. Voilà. Merci. Oui, bonsoir. Pierre Adam, je représente le cabinet de la ministre Laanan, ministre de la Culture. Mon rôle n'est pas très simple ce soir parce que nous avons été particulièrement mis en cause, ce qui est tout à fait légitime. Ceci dit, je tiens à souligner que moi je suis là et je note l'absence de collègues d'autres cabinets politiques. Ceci dit, voilà. Eh bien, je pense qu'on doit se réjouir d'une part de la naissance, si on peut parler de vraie naissance aujourd'hui, du Fakir, parce que depuis des années, nous pensons au cabinet, en dehors du cabinet, à l'administration, chez WBM, etc., qu'il est grand temps que le secteur de la musique se fédère et soit un acteur important de pression, quelque part, auprès des instances publiques. Une pression, ça peut être aussi porter une connotation positive. Ce n'est pas forcément une pression répressive ou systématiquement critiquée. Alors j'entends, aujourd'hui, j'ai entendu beaucoup de choses, tout et son contraire. J'ai l'impression de vivre une querelle d'anciens et de modernes. Voilà, en tout cas, c'est intéressant de confronter toutes ces idées. Moi, je pourrais parler en deux mots peut-être de la politique que nous développons, parce que contrairement à ce que je crois entendre, nous ne développons pas de politique en faveur de la musique. En début de législature, nous avons énormément consulté au cabinet tous les milieux artistiques et principalement toutes les esthétiques musicales, qu'il s'agisse du jazz, de la musique contemporaine, de la musique classique, du rock, de l'électro, etc. Merci Toine.
Nous avons même poussé à initier quelques projets jazz, électro, qui va se dérouler à Liège et on s'en réjouit vraiment très fort. Nous avons analysé la situation avec les gens de terrain, parce que je crois que c'est ça l'important, c'est de prendre conscience de ce qui se passe réellement sur le terrain et pas de vivre dans une bulle ou dans une bulle qui s'appelle peut-être RTBF ou cabinet d'une ministre ou administration. Mais c'est de côtoyer les artistes, les maisons de disques, les agences, les managers, tous ces métiers qui font vraiment ce qu'est la musique aujourd'hui. Personnellement, je vais partir, pour définir la politique, je vais partir d'abord des résultats. Quand je vois que Noah Moon est bien diffusé sur nos antennes, quand je vois que Puggy est bien diffusé sur nos antennes, quand je vois que Stromae est bien diffusé, et je parle pas d'international, quand je vois avant eux Charco, Ginzu, Girls in Hawaii qui revient aujourd'hui, enfin, voilà des artistes, ou Mélanie Desbiasso qui fait maintenant un petit tabac. C'est la preuve d'une part, je pense, qu'il y a du talent en communauté française ou en Fédération Wallonie-Bruxelles et que les politiques que nous menons collent au plus près des réalités de ce terrain. On s'est rendu compte en début de législature que les métiers de la musique avaient fortement évolué, que le disque touchait au terme de son existence sous sa forme physique. On a vu tous les magasins disparaître les uns après les autres, entraînant en cascade des pertes d'emplois considérables. Et nous nous sommes dit, le spectacle va probablement remplacer au sein de l'économie créative ce que représentaient les ventes de disques pour les labels ou pour les agences, etc. C'est-à-dire simplement des rentrées financières, une économie. Le disque n'existant plus, ou quasi plus, si ce n'est peut-être sous sa forme promotionnelle, nous avons tout mis en œuvre. Non. Excuse-moi, donne-moi une seconde. Non, excuse-moi, il n'y a pas de modérateur, mais si tu parles, c'est vrai, il n'y a pas de modérateur, c'est 4, entre guillemets, exposés d'une vision de la politique culturelle. Mais si tu parles de temps de parole, je pense que tu vas perdre l'argumentation parce que je pense que Pierre, ce soir, est à peu près le seul défendeur de sa politique. Je pense que si on compte les temps de parole pour ou contre, Pierre peut vraiment s'étendre encore pendant 2 heures sans problème. Je propose de le laisser terminer et vous êtes tous assez sages pour savoir peser le pour et le contre de ce qui vous intéresse, ce qui ne vous intéresse pas dans ce qui est dit ce soir. D'accord ? Je te remercie, Daniel. Je disais donc que, vu les mutations des métiers de la musique, il nous est apparu important de renforcer tout ce qui concerne l'encadrement artistique. Même si certains artistes sont ingérables, la plupart méritent quand même d'être encadrés. Mais je ne te... Non, pas du tout. C'est dans mon discours. Il n'empêche que nous devons travailler, nous devons améliorer le spectacle vivant, et je vais en rester là, parce que le travail des managers, le travail des agents est extrêmement important, et on voit quand même que pas mal d'artistes de chez nous, on parlait de chansons tout à l'heure, on a Soul, qui explose aussi à l'international. Ce n'est pas le fruit de hasard. Merci. Je trouve que l'Assemblée ce soir pourrait, vous avez trouvé ça bizarre, mais pourrait applaudir Pierre pour sa présence ce soir, son discours comme tous les autres. Merci. Tu veux bien te présenter, Nico ? Donc bonjour à tous et merci d'être restés aussi tard. En tout cas, moi, je n'ai pas vu passer l'heure et j'espère que vous resterez toujours ingérable.
Ce qui est terriblement emmerdant, c'est de voir ce qu'on nous raconte. Je crois que Claude, tout à l'heure, a dit muet, aveugle et sourd. Je crois que c'était son introduction. J'ai l'impression, malheureusement, que pour les décideurs de ce pays, on reste muet, sourd et aveugle aux aspirations des citoyens moyens, puisqu'on nous explique tout à cause de la crise. J'ai fait un édito il y a quelque temps, ça fait déjà presque 4 ans, que la situation en Grèce et l'explication de la crise en Grèce, c'était l'Espagne de 1936. C'est cette obsession qu'ont nos hommes politiques de considérer qu'une crise peut être passagère et qu'on doit toujours regarder vers son peuple pour faire payer cette crise. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça, parce qu'on n'est pas dans une crise. On est dans un changement de régime. Et malheureusement, la social-démocratie qui est très présente en Europe ne se rend pas compte qu'on est dans un changement de régime. Est-ce que vous pensez qu'on a solutionné le problème de la Grèce ? Quelqu'un parlait, oui, bientôt sans télévision, avec l'Aube dorée au pouvoir, avec 4000 suicides, avec les salaires diminués de 50 à 60%, avec une économie qui est exsangue, et on a fait tout ça pour sauver la dette publique. La dette publique était en 2008 à 107% du PIB, elle est aujourd'hui à 170% du PIB. Tous ces sacrifices n'ont été faits que pour sauver les banques allemandes et françaises qui avaient investi lourdement en Grèce. Pas pour le peuple, pas pour les travailleurs, uniquement pour sauver leurs banques. Notre Premier ministre a dit, Elio, il faut penser à l'avenir. Il faut penser à l'avenir. On ne peut pas décemment laisser une dette publique aussi importante à nos enfants. Et tout le monde acquiesce en disant ouais, ça c'est une attitude responsable. C'est de la débilité mentale. C'est indécent de présenter les choses comme ça. En 1983, mon fils est né. C'était le gouvernement Martens-Gol. Et là, on nous a dit, gouvernement Martens-Gol, on vous supprime 3 index, on supprime une partie de la sécurité sociale, et ça, c'est pour votre avenir, pour assurer l'avenir de vos enfants. Le gouvernement Martens-Gol a été renversé, année 90, gouvernement Dehaene, on nous a dit on va vous faire un plan global en 1993, on va réduire le déficit de la sécurité sociale, on va réussir à payer vos pensions, et comme ça, nos enfants seront dans une situation meilleure. En 2005, on a eu le gouvernement Verhofstadt, avec présence des socialistes pendant 25 ans, il faut le dire. Pendant 25 ans, le gouvernement Verhofstadt, on a dit on va vous préparer un pacte de génération, qu'on a toujours qualifié en tant que métallo de pacte anti-génération. Les vieux vont travailler plus longtemps, ça permettra d'avoir du travail pour les plus jeunes, et donc ça garantira l'avenir de nos gosses. Mon fils a aujourd'hui 30 ans et son avenir est largement plus dans la merde que le mien. Alors ça suffit. Ça suffit, je pense qu'on ne doit plus rester aveugle, sourd et muet. Et chaque semaine, on a un lot d'informations, d'experts débiles qui viennent systématiquement répéter la même chose. C'est la dette publique devient un truc incroyable. On a eu même le gouverneur de la Banque de Belgique qui a dit à Matin Première, à la radio publique, on n'a jamais été aussi endetté en Belgique aujourd'hui qu'en temps de guerre. Allez voir sur Wikipédia, regardez la dette publique belge. La dette publique belge est aux alentours des années 80, aux alentours de 78% du PIB. Elle monte en puissance jusqu'en 1993 à 137% du PIB.
enfin je ne sais pas, mais on a peut-être raté un épisode, on était peut-être en guerre avec quelqu'un, mais on ne nous l'a pas dit. Et puis à partir de 1993, la dette publique retombe jusqu'en 2008 à 84% du PIB. Est-ce que vous avez dû faire des efforts insurmontables pour assumer la réduction de cette dette publique? Non, ça s'est fait à travers la diminution des intérêts de la dette publique. Et donc, on est en train de nous raconter que tous les efforts qu'on va faire, et je vais y venir, tous les efforts qu'on va faire, c'est pour rendre notre avenir meilleur. Foutaise, 10 000 fois foutaise. En fait, ce qu'on est en train de faire, c'est une révolution conservatrice, dans laquelle l'Europe va foutre en l'air tous vos statuts, nos statuts, qu'on a acquis après la Deuxième Guerre mondiale. Regardez en Grèce, à quoi on s'est attaqué? Aux conventions collectives. On veut que dorénavant, le travailleur négocie son salaire en direct avec son patron. Les organisations syndicales n'ont absolument plus rien à dire. Ça veut dire qu'on revient au temps des serfs, tout simplement. La santé, la culture. Au Portugal, le ministère de la Culture a été supprimé. C'est aussi simple que ça. En Espagne, c'est l'ensemble du statut des travailleurs qui est remis. Et maintenant, ils vont probablement voter cette semaine-ci, pour assurer l'avenir de tout le monde, qu'on va calculer pour la pension la durée de vie moyenne. Donc j'arrive à 65 ans, ma durée de vie va être plus ou moins jusqu'à 83 ans. Ben alors on aura une pension jusqu'à 83 ans, et puis on aura une pension qui redescendra à partir de 83 ans. Ben autant qu'on mette une balle dans la tête à chaque vieux, et comme ça les choses seront beaucoup plus simples. Donc j'ai entendu chez vous cet après-midi, et j'en suis très content, les mêmes réflexions que les métallos ont dans n'importe quelle usine ici. Il y en a un petit peu marre. Nous, on produit des biens, des services. Vous créez. Et on se rend compte que tout est rendu marchandise. La création, l'intelligence, bientôt ce sera l'air qu'on respire qui sera rendu marchandise. Malheureusement, on est imprégné de cette vision néolibérale, libérale tout simplement, puisque c'est la vision du libéralisme. Mais cette vision du libéralisme est teintée d'une forme de fascisme qui est en train de se développer dans le sud de l'Europe. Et ça devient dramatique. Alors je sais bien, on va dire, mais qu'est-ce que vous faites, vous, organisation syndicale? On fait les cons en défilant du midi au nord. La semaine suivante, on refait les cons du nord au midi. Et puis on dit, bah tiens, on était 35 000, c'était bien, hein? Belle manifestation. Moi, je pense, et en tout cas les métallos, on est dans une réflexion où on doit ouvrir un véritable front, avant qu'il ne soit trop tard. Vous savez, mes camarades espagnols de commissions ouvrières ou de l'UGT, ou même mes camarades métallos de la Poème grecque, ils n'ont plus le temps de réfléchir parce qu'ils doivent survivre. Nous, on a encore le temps de réfléchir à quelques stratégies. Eux, ils sont en grève, je crois que c'est la 37e grève générale, avec des résultats très pauvres. En Espagne, tous les week-ends, ils sont en manifestation. Et puis, le reste de la semaine, ils doivent survivre parce que leurs salaires ont été coupés par 2, par 3. Donc, nous qui avons encore le temps de réfléchir ensemble, le temps de construire une alternative, parce qu'il ne faut pas donner raison à Margaret Thatcher qu'il n'y a pas d'alternative, même quand elle est morte. Ces idées sont toujours présentes. Essayez de construire une alternative, et nous avons, nous en tout cas, proposé qu'on fasse, à partir d'une discussion qu'on a eue avec des artistes de théâtre lors de la pièce L'homme qui valait 35 milliards sur Mittal, de dire pourquoi est-ce qu'on ne construirait pas un front beaucoup plus large. On est tous en train de défendre nos statuts, et c'est très bien. Il faut continuer à défendre vos statuts. Et Fakir vous permettra, au-delà des organisations syndicales, de créer les conditions de défendre lourdement votre statut, et donc il faut y adhérer. Au-delà de ça, on doit créer des fronts beaucoup plus larges. Nous avons, avec les artistes de théâtre, déjà engagé un certain nombre de discussions. On a lancé au mois d'avril ce qu'on a appelé l'action acteurs des temps présents. Qu'on arrête de nous raconter des couillonnades quotidiennement avec des experts à la radio. Le problème de la dette publique n'est pas un problème. On est dans une situation de changement de régime.
et que les combats qui vont être isolés les uns après les autres, on va tous les perdre. Nous, métallos, on perdra peut-être Cockerill. Presque sûr qu'on va le perdre. On s'accroche encore, mais on va probablement le perdre. Et on se rend bien compte que si on continue comme ça, ben, tous les statuts vont être petit à petit sabotés. On a vu les agriculteurs. Les agriculteurs qui sont dans une situation avec la politique européenne presque équivalente à celle des travailleurs du métal, avec les quotas ou la remise en cause des quotas. Vous avez évoqué aujourd'hui tous les aspects de quotas aussi, de nécessité de cette production. Il y a cette fameuse négociation de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe. Et je sais qu'il y a eu débat et qu'on va peut-être protéger l'audiovisuel. Mais je vous garantis que ce n'est pas gagné. J'étais il y a 15 jours au Québec, il y a un accord de libre-échange entre les États-Unis et le Canada, et le gouvernement Harper est en train de bousiller tous les accords que les Québécois ont pu avoir en termes de quotas dans leur service public. Et donc, la vision future du monde qu'on va hériter va être extrêmement catastrophique. Je répète, on a encore le temps de se battre tous ensemble. Au mois d'octobre, nous proposerons d'aller dans toutes les universités, agriculteurs, artistes, académiciens, métallos, discuter avec les étudiants dans les universités. Ce sera à Bruxelles, à Liège, à Charleroi, à Namur, et puis une grande discussion, si possible, au Parlement européen, si on nous laisse entrer, et donc de relancer un véritable front de contestation de ce poison qu'est la vision libérale de la société où tout est rendu marchandise. On se prépare, ce n'est pas encore gagné, mais on souhaiterait, et là on aura sûrement besoin de vous, mais les contacts sont pris, et je remercie en tout cas de m'avoir invité aujourd'hui soir parce que j'ai appris énormément de choses. Faire une grande marche du printemps. Notre idée, c'est de dire, dans toutes les usines de Wallonie et de Bruxelles où il y a eu des licenciements, mais ça peut être aussi des centres culturels, ça peut être aussi des groupes de théâtre, partout où on a eu des problèmes, de faire en sorte que de 150 ou 200 points de Wallonie et de Bruxelles, on converge vers un endroit. Ouvriers, agriculteurs, artistes, et on s'arrête dans chacune des places qu'on traverse, des villages qu'on traverse, on s'arrête et on discute avec la population. On leur dit, et on se met d'accord sur 10 points, j'en ai déjà vu, et j'en ai déjà noté quelques-uns qui sont vraiment communs. On dit à la population, voilà, on est à la veille d'élections politiques extrêmement importantes sur la survie de ce pays, ou même sur la survie de nos statuts ou de nos conditions de vie, ben on va, si les télévisions ne sont pas là, on va village après village dans une grande marche à partir du printemps pour s'expliquer avec la population, dire quels sont nos points de vue et dire qu'il faut absolument rompre ce carcan libéral qui petit à petit nous amènera à un suicide collectif. Voilà la proposition que j'avais à vous faire, que j'avais déjà discuté avec l'un ou l'autre d'entre vous, et j'espère qu'on se reverra dès le mois d'octobre et dès le printemps. Merci. Nico. Nico, je pense qu'en fait, dans le fond, tu es une rockstar. Tu as raté peut-être ta vocation. Bon, mesdames et messieurs, me revient le rôle très difficile et délicat pas de clôturer, mais de faire la dernière intervention de ce débat. Vous l'imaginez, moi, je n'ai pas un passé, une expérience politique, je sais. Un passé politique aussi, j'ai aucun passé politique. Je suis simplement mandaté par le Fakir dont je fais partie pour vous faire part de nos idées d'une politique culturelle comme nous en avons besoin à l'avenir, mesdames et messieurs. Et donc je suis Twantes, saxophoniste. Alors en 3 minutes, nous pensons que nous sommes à la veille de changements probables en Belgique, donc l'implosion institutionnelle est peut-être imminente, peut-être même en juin 2014.
Bref, la fédération Wallonie-Bruxelles va se retrouver de plus en plus seule, si elle n'est déjà, au milieu de l'Europe, et donc va devoir posséder une véritable identité culturelle et être identifiable au milieu de l'Europe. Alors nous pensons que la fédération Wallonie-Bruxelles, pour qu'elle existe dans l'imaginaire des Belges et des Européens, eh bien, il faut replacer les artistes et les productions au centre de ce projet. Il y en a encore un. Vas-y, je te laisse faire parce que tu voles mon succès, moi. Merci, Miko. Bon, on l'a vu et on l'a dit plusieurs fois ce soir, on voit bien que les médias belges diffusent à peu près un peu plus de 93% de production française et anglo-saxonne, et que le public belge, finalement, semble peu enclin à reconnaître ou suivre des artistes locaux. Ils le font quand même, mais dans des proportions que nous, on pense vraiment trop faibles, certainement comparées à l'étranger. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses? Alors, le Fakir pense qu'il est maintenant d'une urgence extrême de mener une politique culturelle forte et visionnaire pour la valorisation des artistes dans la communauté française, et ce, à l'intérieur et à l'extérieur de nos frontières. Alors on pense que l'élaboration de cette politique doit être faite par des personnes qualifiées et indépendantes, et que leurs décisions devraient, si possible, rester indépendantes des partis politiques. C'est très important ceci. Nous pensons que la politique culturelle est quelque chose qui dépasse de loin le simple ministère de la Culture, mais comprend bien d'autres ministères, puisque la sphère de la musique et de l'industrie musicale est bien plus large que le ministère de la Culture. C'est-à-dire que ça comprend aussi le ministère de l'audiovisuel, par exemple, le ministère de l'économie, le ministère du commerce extérieur et certainement le ministère de l'éducation. Donc c'est une vision beaucoup plus globale et beaucoup plus large qu'un seul ministère. Alors, le Fakir avance modestement quelques pistes de réflexion. Encore une fois, nous sommes relativement nouveaux dans le business, ou dans ce business-là, mais voici quelques pistes dont je vais surtout détailler la première. Nous pensons que la piste la plus urgente pour une politique visionnaire de la culture, c'est les médias. On l'a vu ce soir, que ça parlait à tout le monde très fort. C'est-à-dire que nous pensons qu'il n'y a pas de développement possible de la musique sans un lien étroit avec les médias. De ce fait, les médias belges doivent refléter l'ensemble des productions de la fédération, non seulement en termes de quantité, mais en termes de diversité. Et c'est très intéressant de voir que tous les musiciens qui rejoignent le Fakir chaque jour ont cette voix unanime, c'est-à-dire que tous décrient l'insuffisante exposition de la production belge dans les filières radio et télé. Et la RTBF, je ne cherche pas ici à chercher les applaudissements, ce que j'en fais, je ne veux pas. Mais la RTBF semble, à l'unanimité, manquer à son rôle de garantie de diversité culturelle, ce qu'on pourrait attendre d'un service public. Tout ça, on est bien d'accord. Je rappelle des chiffres, les radios privées et publiques en fédération sont tenues de passer au minimum 4,5 et respectivement 10% de musique, de production ou artistes de la fédération. Ces chiffres se transforment en 25% pour les radios publiques en Flandre, et d'une certaine manière, 60% en France. C'est un peu différent parce que c'est les productions en langue française qui revient finalement un peu au même, d'une certaine manière, puisque le grand pays francophone, c'est bien sûr la France. Alors, le raisonnement du Fakir est le suivant, c'est que cette trop faible diffusion des artistes belges dans les médias belges bloque la chaîne de production musicale. Voilà le raisonnement, un peu de concentration. Par manque de visibilité, les ventes de supports, disques physiques ou virtuels, restent faibles. Les fréquentations des concerts sont limitées, et d'ailleurs les nombres des concerts sont limités pour un artiste qui n'est pas diffusé en radio et en télé. Les budgets des productions sont plus réduits, c'est-à-dire que les producteurs vont avoir moins envie d'envoyer de l'argent dans une production qui a peu de chances de passer à la télé ou à la radio, et donc les retombées dans tout le monde professionnel, les studios, les billetteries, les magasins, etc., restent aussi réduites. Nous pensons donc qu'une visibilité plus importante des artistes belges en radio et en télévision
via, par exemple, l'instauration de quotas plus élevés et aussi des quotas qui garantissent une place pour les nouvelles productions, pour certains genres et en tenant compte de créneaux horaires, etc. C'est quelque chose qui va débloquer, faire un appel d'air et dégripper un peu cette machine de l'industrie de la musique en Belgique qui est un peu bloquée. En Belgique, on se comprend. Alors, je tempère mes propos et je dis que les quotas n'est pas une solution en soi, mais c'est une solution qui est indispensable. La situation actuelle des quotas est très révélatrice de la culture et de la musique, de la situation en fédération. Mais donc, articuler avec d'autres solutions, c'est une solution indispensable pour débloquer les choses. Je dis enfin que les quotas ne doivent pas être imposés aux radios, mais doivent être décidés, organisés ensemble avec les programmateurs radio, les producteurs de musique et les artistes et le CSA, le Conseil supérieur audiovisuel, qui s'occupe de tout ça, pour pas que ce soit un truc imposé, mais que ce soit contre la volonté des programmateurs, que c'est un truc qui se fasse ensemble. Si vous me suivez jusque-là, ça c'était les quotas qui, on pourrait débattre pendant 5 heures sur l'effet pervers qu'ils peuvent avoir. Il faut quand même rappeler que l'instauration des quotas au Québec et en France et en Flandre, par exemple, ont amené des résultats incroyables. Une autre ligne d'une politique culturelle que je voudrais ébaucher en 3 lignes, rassurez-vous, c'est la place de la musique dans l'enseignement. C'est un débat énorme où se joue en fait la formation du public de demain, sa curiosité et son intérêt pour diverses formes de musique. C'est pas de moi. Donc la place de la musique dans l'enseignement public, l'enseignement obligatoire, notamment l'enseignement primaire, pourrait être dans une politique culturelle audacieuse, je pense, qu'impose la situation politique actuelle de notre pays, pourrait être vraiment repensée. Une autre chose est bien sûr la présence des articles, la présence des artistes belges ou de la fédération dans la programmation des festivals et des salles peut aussi être repensée. Je voudrais souligner qu'il y a un grand problème de professionnalisation du secteur. Je sais d'ailleurs que le ministère actuel s'en occupe, mais je voudrais souligner que, par exemple, il y a un grand problème de la presse musicale, c'est-à-dire qu'une presse musicale spécialisée, professionnelle et indépendante est inexistante en Belgique. C'est assez surprenant. Et que le professionnalisme à tous les milieux, et même chez les musiciens, peut être amélioré. Par exemple, on en discutait tout à l'heure, la quasi-absence ou le quasi-absence de recours à des directeurs artistiques pour faire des meilleures productions discographiques, etc. Une dernière chose, un sujet un peu plus sensible, c'est qu'effectivement, il y a de moins en moins d'argent dans la culture, et probablement, argent public j'entends, et de moins en moins probablement dans les années à venir. Ça se pose cette question, s'il y a de moins en moins d'argent dans la culture, ne faut-il pas faire un audit de la culture? C'est-à-dire, c'est de travailler, un audit, c'est une enquête réalisée par des experts indépendants, soit ayant une grande expérience du monde culturel belge, soit des experts venant de l'étranger, pour analyser l'économie de la culture en Belgique, l'idée de réduire les coûts, repenser les réseaux et créer des synergies. Je sais qu'il y a un regard quotidien pour éviter les coûts, mais je pense qu'un audit neutre est une chose qui pourrait être, dans les circonstances actuelles, très intéressante. Ben voilà, en fait, je me surprends moi-même d'être déjà arrivé à l'esquisse, à la fin de l'esquisse de ces propositions de politique culturelle auxquelles pense le Fakir. Il nous reste maintenant à vous dire au revoir. Merci.